7 septembre 1998. À 17h ce lundi-là, est née la première chaîne de télé consacrée aux jeux vidéo, Game One. Game One. Game One. Game One. Game One. Dans les couloirs, Patrick Sarrea, enfant de Canal et biographe de Les Nuls, ne sait pas encore qu'il va écrire les heures les plus folles de la chaîne. Producteur, réalisateur, animateur, directeur des programmes, Jean Pat raconte enfin ma folle histoire de Game One. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour quelque chose je sais que vous attendez. On va parler de Game One avec celui qui a écumé tous les postes dans cette chaîne culte. C'est Jean Pat. Alors est-ce qu'il est là, Jean Pat? Est-ce qu'il est arrivé celui-ci? Oui, je suis là, monsieur Bonzon. Okay. Bonjour, monsieur Bonzon. Et merci d'être là. Ça va, Jean Pat? Merci à toi, merci, bonjour. Dans ma folle histoire de Game One, en fait, on va pénétrer dans les coulisses de la chaîne. Vous allez tout savoir, les meilleurs moments, les pires moments, les moments cultes et même... On vous a gardé quelques archives qu'on vous fera écouter. Ouais. Et aujourd'hui, on va commencer par le début, par la préhistoire de Game One. C2 points et même un truc qui s'appelle MuTV. Écoutez ça, on est au siècle dernier. Et pourtant, c'est déjà le futur. En 1995, vous, téléspectateurs équipés d'un micro-ordinateur et d'un décodeur numérique, pourrez recevoir une nouvelle chaîne de télévision appelée MuTV. Cette chaîne s'adresse aux enfants comme aux adultes. MuTV est une chaîne de services audiovisuels interactifs qui propose de tirer le meilleur profit de votre micro-ordinateur et de votre télévision. Mu comme micro, mu comme mutant, elle est votre passeport pour la télévision du futur. Alors ça, c'est absolument incroyable, on est en 1994. Ouais. Qu'est-ce que c'est, Jean Pat, que cette histoire de MuTV? Qu'est-ce que ça veut dire MuTV déjà? Alors MuTV, c'est le symbole... Tu me poses une colle, parce que je l'ai su et je ne le sais plus, mais MuTV, c'est le symbole mathématique. Symbole informatique. Voilà, symbole informatique et mathématique. C'était un nom de code. Mais du nom de code, il y a quelqu'un qui s'est dit à un moment donné en 94, non, mais c'est vachement bien. Bon... Vous l'avez tous, j'ai pas besoin de spoiler, vous avez tous compris qu'il n'y a jamais eu de chaîne de télé qui s'est appelée pour le public MuTV. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est le début d'une bande démo qui était là pour convaincre un peu les actionnaires de l'entité MuTV, les nouveaux programmes. Je vais remonter un peu en arrière pour être plus précis. Oui. Moi, en 94, je suis pas là. Il y a une équipe, Alain Lediberder a quitté France Télévisions où il était conseiller justement sur les nouvelles technologies déjà à l'époque. Alain Lediberder qui est notre papa à tous au niveau de la télévision cyber et du jeu vidéo. Et Alain Lediberder est recruté en tant que directeur des nouveaux programmes. C'est Alain Degreff qui dit écoute, moi de toute manière ça ne m'intéressera pas ces choses-là, vous êtes gentil, mais il va falloir qu'on en parle. Donc Alain Lediberder rejoint le groupe Canal+, il emmène dans sa besace des gens avec qui il collaborait déjà, dont Nathalie Cosse-Cerdan qui a été la directrice générale et de C2 points, puis de Game One. Et donc en 1994, ils arrivent avec cette petite bande et ils doivent réfléchir à l'avenir du numérique côté plutôt technique que programme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec un ordinateur et une parabole, etc. D'autres projets vont naître, je vous en parlerai dans d'autres épisodes, le test d'Internet par satellite, des choses comme ça. Donc il y a cette notion d'envoyer des fichiers aux gens, d'où viendra l'idée du téléchargement plus tard avec C2 points. Mais là, pour MuTV, c'est un peu le champ des possibles. Comme dit Pierre Lescure, c'est une page blanche. Et c'était ça la télé numérique, c'est-à-dire on vous dit sur un tuyau on peut passer 10 chaînes, et donc les 10 chaînes il faut trouver des solutions. Et puis aujourd'hui, ce qui se fait d'ailleurs pas sur la TNT, je commence déjà à digresser, on peut envoyer des signaux, on peut Arte le fait en expérimentation TNT, tu peux accéder au replay d'Arte en TNT si ta télé est connectée, etc. Et là c'était la même chose, on essayait les technologies de l'époque, donc tout était possible. Et comme on l'entend dans cette bande démo, l'introduction de cette bande démo que vous pouvez retrouver sur bienvu.tv en vidéo dans quelques temps, que vous allez retrouver là. Alors elle est très cheap, très marquée, vous verrez la gueule des ordinateurs, vous verrez déjà le ton, la voix, la petite musique, toc, 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 on dirait le début d'un érotique d'M6. Et c'est Patrice Chaminade qui fait la voix d'ailleurs, qui était un des red chefs de tout ça. Et donc on se dit, on va travailler ils vont travailler, puisque moi je n'y étais pas, et donc leur vient l'idée de dire, on va faire une chaîne qui va expliquer le futur, puisqu'il va y avoir une nouvelle manière de faire de la télévision en numérique, ce qu'on appelle aujourd'hui tristement le digital, c'est-à-dire avec les doigts, ce qui n'a aucun rapport avec ce qu'on fait. Ouais. Et donc voilà, MuTV part de cette naissance-là, et donc ça c'est la bande démo qui a été présentée en interne pour dire,
parmi le bouquet de chaînes numériques qui va exploser, il faut une place, et il y aura une place pour les nouvelles techno et le jeu vidéo. J'insiste là-dessus. Vous le voyez, ces deux points est devenu encore autre chose. C'était pas axé gaming, mais au tout début, avant ça, dès 94, les mecs se disent le jeu vidéo va avoir une place incroyable là-dedans. Il va falloir proposer un canal. Voilà. Mais un toi, peu. Tu n'es pas là encore, toi, Non. Jean-Pat. Moi, alors, où es-tu? En 94, j'essaye de cachetonner, comme on dit. Alors, j'étais un peu auteur indépendant pour différentes personnes. Je collais aux miches de mon bon Gilles Verland, dont je salue la mémoire puisqu'il nous a quittés il y a 10 ans maintenant. Gilles Verland, à l'époque, c'était le monsieur qui faisait les bandes annonces, les voix des bandes annonces, et surtout, il avait plein de cases que Alain Le Greff lui donnait pour faire des nuits spéciales. Il y a eu la nuit à Lidl, la nuit de la provoque et du mauvais goût, des tas de nuits. On avait bossé ensemble sur un projet qui n'a pas vu le jour, qui s'appelait La Nuit des Monty Python. Et figure-toi qu'en 94, quand les copains de MuTV préparent ce projet de chaîne, moi, je suis pas avec eux du tout. Je suis attentif à ce qui se passe chez Canal parce que j'ai 2-3 contacts là-bas. J'avais sympathisé avec les nuls, les auteurs des nuls, avec Alexandre Pell, avec Philippe Dana. Mais je travaillais juste à la piche quand on m'appelait. Et l'été 94, on en parlera plus tard dans une autre émission, sinon c'est de la digression. Gilles Verland m'appelle pour me dire, tu sais, le documentaire qu'on t'a refusé sur les nuls, l'histoire de les nuls, eh ben, on vient de me le demander à l'occasion de la sortie télé, la première diff télé de la Cité de la Peur. Et donc, au moment où eux font ça, moi, je suis en train de préparer la biographie de l'histoire de Les Nuls avec Gilles Verland. Et en même temps, j'étais gardien d'une école. Une des plus grosses écoles du 93, d'ailleurs. Le plus gros groupe scolaire du 93. Et en même temps que je faisais gardien, c'était l'été. On a bossé en 6 semaines. Et pendant ce temps-là, mes copains, ils étaient en train d'écrire MuTV, ce qui va devenir ces 2 points. Ouais. Et alors, à quel moment ces 2 points arrivent dans ta vie? Parce que tu vas partir en Espagne. Enfin, il y a quelque chose avec l'Espagne. Explique-nous. Alors, pour en arriver à moi, de 94, dans la bande démo que vous pouvez entendre sur Bien Vu TV, vous verrez qu'ils disent en 95 MuTV, etc. Et ben en fait, en 95, The Bimu TV, comme on dit chez les jeunes, pas du tout. Ce qui aurait fait un très joli nom aussi. Ça aurait été un nom incroyable. Entre-temps, ils se sont rendus compte, comme ça, je vais parler de mon arrivée, entre 94 et 96, lancement de ces 2 points, je crois que c'est en mars 96, oui, et le lancement de CanalSat numérique, qu'on a tous connu, et toi le premier, entre 94 et 96, ils se sont dit, bon, une chaîne de télé qui la paye, pas possible, mais vraiment... faire ceci, faire cela avec la techno, on va rester calme, on va garder le concept du téléchargement, et c'est là où l'histoire de ces 2 points s'écrit. On part sur un cahier des charges qui est simple. Il y a C-Direct qui existe, c'est une société qui distribue et vend des logiciels et des logiciels et des jeux vidéo en téléchargement par satellite, et très difficilement l'équipe de ces 2 points arrive à convaincre Canal qu'il faut quand même une chaîne pour faire la promotion. Mais c'est pas une chaîne de télé que Canal+ leur demande. Ils leur disent, vous faites ce qu'on appelle un barker, c'est-à-dire un canal en boucle d'accueil, dont vous vous souvenez, et peut-être on aura l'occasion d'en reparler, où on dit, le rouge c'est payant, en orange c'est gratuit, les logiciels à télécharger, voilà la grille horaire. Mais comme mes copains, qui sont pas encore mes copains au moment où ça s'écrit, c'est des fous rebelles et que comme moi ils veulent faire de la télévision, ils arrivent à se démerder pour produire en interne des émissions grâce au fait que ces 2 points est aussi une société de production qui a la chance de produire la quotidienne Cyberflash de Canal+, qui leur rapporte assez de pépettes pour après être en autonomie et fabriquer les premières émissions et les premiers magazines qui arriveront sur ces 2 points. C'est comme ça que ces 2 points est né. Au départ, vraiment, et ça l'a été, et c'est pour ça malheureusement que les choses ont tourné court ensuite pour ces 2 points. À aucun moment, elle était déclarée comme chaîne de télévision. Il faut dire un mot de ce service de téléchargement parce qu'on était vraiment sur un truc qui était une révolution et même un truc un peu trop en avance sur son temps, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait télécharger des logiciels avec un bar non pas possible en tirant des câbles depuis son ordinateur jusqu'à la télévision. Explique-nous ça parce que c'est révolutionnaire à l'époque. Alors c'était vraiment... Alors c'est le problème de toute cette histoire et c'est souvent ce qu'a vécu Alain Le Diberder. Alain Le Diberder, c'est le papa du 2e monde qui est devenu Second World, c'est-à-dire voilà tous ces mondes. C'est un peu le métaverse d'aujourd'hui, hein. Sauf que moi je vous parle du métaverse en 95 et ça a été créé, ça a été mis en place. Ça n'a pas eu du tout le succès attendu puisque en France à l'époque les gens étaient, pour peu qu'il y en avait,
au modem, la DSL arrive, je crois, en 2000, je veux pas dire de conneries, ou en 99. En 99 avec Free, d'ailleurs, qui fête ses 25 ans. Mais avant ça, c'était la croix et la bannière. Et dans la même trempe, ce que tu viens de dire est juste. Le téléchargement par satellite, c'était vraiment le futur. Et il est arrivé trop tôt. Et puis ensuite, quand il y a eu Internet, il était beaucoup plus facile, mais quelques années après. Et c'est vraiment le coup d'avance à chaque fois qui fait que, en France, on a plein de propositions technologiques et techniques toujours en avance et trop en avance. Ce qui fait que d'un seul coup, c'est ce que je dis souvent en ce moment sur l'IA. Je digresse, mais tu vas comprendre. L'IA, moi, je suis pas contre, mais en faire déjà un outil commercial alors qu'on ne sait pas où on va, les tenants, les aboutissants et les risques. Quand ça part comme ça part toujours très mal. C'est un vieux con qui vous le dit, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme, on peut en parler puisque là c'est exactement le sujet, quand on impose à Canal d'être sur TDF1, TDF2, deux satellites purement français qui ne sont reçus par personne d'autre qu'en France, qui sont même en France pas bien reçus puisque entre-temps, Astra au Luxembourg, ils ont lancé le satellite Astra au Luxembourg, qui est déjà reçu par plein de Français qui ont des difficultés à recevoir la télé. Et les Français commençaient à se mettre des programmes francophones pour la Belgique, du RTL, et puis beaucoup de chaînes anglaises en clair et gratuites. Et c'est heureusement Canal a gagné la bataille en disant non, mais on va aussi sur Astra. Mais au début, la France voulait imposer TDF, et ça aurait été l'échec de la télévision CapSat, comme on l'appelle. Et ces deux points, c'est ça l'histoire, c'est que ces deux points, cette technologie, en plus, je crois que sur TDF, elle marchait pas bien. Et donc, le principe, c'était simple. Tu prenais un abonnement, j'ai oublié le prix, je crois que c'était 100, je sais plus combien c'était, je veux pas dire de bêtises. Ouais, c'était entre 50 et 100 francs. Entre 50 et 100 francs, voilà. Alors, tu branchais avec un port parallèle les fameuses prises qu'il y avait avant pour les imprimantes sur les ordinateurs. Tu branchais ça à ton décodeur et ton ordinateur. T'installais un petit logiciel, bien sûr, sur une disquette. Il fallait faire 14 installations avant que ça s'installe, peu importe. Et puis après, il y avait comme une grille horaire, c'est-à-dire qu'une fois que tu étais abonné, il fallait se brancher quand même au modem, parce que tout ça se faisait. Voilà, donc tu pouvais payer par carte bancaire déjà à l'époque, quand même incroyable. Mais tout était là, tout était prêt pour que les choses se passent bien, mais malheureusement, c'était beaucoup trop tôt. On le voit aujourd'hui avec Internet et comment les Français maîtrisent très mal la chose Internet, et encore moins, moi j'ai lu une étude sur les jeunes qui maîtrisent plus du tout, beaucoup moins les ordinateurs que la génération d'avant parce qu'ils sont sur smartphone. Et le problème il est là, c'est qu'à l'époque ça ressemblait, et c'était, alors en vrai c'était une usine à gaz, c'était compliqué, les câbles n'étaient pas assez longs, donc ton ordinateur à côté de ta télé en 95, non, tant pis. Et donc c'est parti, ça a été lancé. Il y a eu un vrai petit succès, ce que je dois dire. Moi j'ai regardé immédiatement, donc moi j'étais déjà un peu insider, mais de l'univers Canal en général, c'est-à-dire que voilà, je bossais avec Gilles Verland, j'écrivais des trucs autour des nuls, autour de plein de projets, etc. Sur les programmes jeunesse, je faisais le relou aussi à passer sur les tournages et à vendre des écritures en cachette de plateau pour Canaille Peluche et tout ça. Et donc j'ai suivi le lancement de tout ça. J'étais extrêmement fasciné. Quand j'ai vu le lancement de ces deux points, j'étais complètement fasciné. Et pour répondre enfin à ta question, le premier contact que j'ai avec ces deux points, c'est par la patronne du web de Canal, qui était au nouveau programme, qui s'appelle Isabelle Astier, qui avait trouvé mon numéro par les potes avec qui je bossais sur l'histoire de Les Nuls, qui était déjà dans l'immeuble mythique de Cosmos, à côté, la tour du CSA, où ces deux points étaient installés. Et on m'appelle, on me dit qu'on va m'attaquer pour plagiat, parce que j'avais un blog, j'étais sur Internet déjà, dans lequel je faisais un site sur Les Nuls. Et quand, à l'été 96, je vois ma copine au service de presse et qu'elle m'annonce la grille de Canal et qu'elle me donne le dossier de presse, moi, je fais le site où j'annonce tout ça. Et Canal+, le site Internet qui venait de naître, avait beaucoup de mal à démarrer, mais enfin on avait tous du mal à démarrer. Il y avait 5 personnes connectées à Internet, et elle me dit on va vous envoyer un petit recommandé, on vous attaque, vous fermez votre site parce que là vous plagiez l'identité de Canal+, et tout. Tu te doutes que ma réponse a été très agréable, mais ce qui a permis à Nathalie Cosserdon de me mettre en bookmark, et c'est comme ça que quelques mois après, son directeur marketing m'appelle pour me dire ton site qui parle de l'actualité des nuls et tout ça, il nous plaît bien, on voudrait le mettre en téléchargement gratuit sur ces deux points. Et moi, pourtant je suis vraiment pas un mec à pognon. Enfin, ceux qui me connaissent le savent, je suis poche perchée en permanence, tristement dans ma vie. Je dis au gars, alors j'arrive chez ces deux points.
Ouais. Alors là, je me dis, putain, Canal et tout, ça y est, la vie est belle, ça va être génial. Et le gars me dit, ouais, tu te rends compte et tout, tu connais? Je dis, ouais, j'adore, je vous suis et tout. Je connaissais les émissions de ces deux points qui parlaient du web, qui parlaient de microscan, etc. Je regardais les émissions. Et il me dit, bah, c'est génial, tu nous donnes le truc une fois par mois, on le compile et on le met en téléchargement pour les abonnés de ces deux points. C'est direct. Et je lui dis, ouais, mais ça me rapporte quoi? Il me dit, bah, rien. Je lui dis, ouais, mais rien, c'est-à-dire rien dessous, rien de. Il me dit, non, mais c'est quand même vachement bien, tu te rends compte? Je dis, bah, écoute, je me rends compte, mais en fait, moi, je suis quand même un grand garçon maintenant, je cherche un petit peu du travail, ça serait cool. Et donc, l'affaire ne se fait pas. Sacré culot quand même. Bah, C'est quand même assez. Bah, ouais, mais ça me paraissait. Alors, Oui, non, mais oui. je dois le dire, et paix à son âme, et Gilles sait très bien pourquoi je vais dire ça, vu le prix ridicule qu'on m'a donné pour être biographe des nuls, et venu ce que j'étais payé, j'ai commencé à comprendre que bon, ils avaient du pognon, mais moins ils le lâchaient, plus c'était cool. Et ça commençait à m'agacer un peu. Et puis c'était pas mon objet, enfin tu vois, Nicolas, moi c'était vraiment fabriquer des émissions télé, etc. Donc le site des nuls, je le faisais parce que j'avais fait la biographie, ça me coûtait pas grand chose de le faire. Enfin si, les abonnements internet étaient chers. C'était con, mais le mec il m'aurait dit je te paye ton abonnement internet, je suis sûr qu'on aurait fait affaire. Ben il l'a pas fait. Il s'appelait Martinez. Martinez, c'était le directeur marketing, qui avait d'ailleurs des salles de jeux vidéo à l'époque. C'était génial. Oui. Ouais, c'était vraiment c'était vraiment tous des geeks. C'était vraiment génial. C'était un moment très agréable. Et malgré tout, vous êtes pas fâché puisque tu es revenu finalement. Bah alors, je suis revenu un jour. Ça, c'est le moment incroyable et c'est vraiment comment, grâce à Internet, dès le début de ma carrière, j'ai trouvé du boulot. J'ai trouvé du boulot grâce à Internet en 96, fin 96, début 97 même. Je reçois un email sur brousouf595 @club-internet.fr. Ceux qui ont la rêve de Brousouf. Voilà, exactement. Et c'était Nathalie Cosserdan, la directrice générale, qui me dit, voilà, il faut qu'on parle. Je l'appelle. Elle me dit, voilà, j'ai vu que vous parliez espagnol. Je lui dis, hola, ¿qué tal? Elle me dit, exceptionnel. Elle me dit, est-ce que vous pourriez venir pour lancer la version espagnole de ces deux points? Elle était improbable. Alors, elle était très humble. Elle me disait, vous connaissez ces deux points et tout. Vraiment, elle était très cool. Je lui dis, bah, laissez-moi réfléchir. Oui. Et non, en fait, en vrai, pour être très précis, j'ai dit, écoutez, peut-être, racontez-moi un peu le bordel. Et elle me dit, alors on va faire mieux, on va gagner du temps, je vais vous mettre en relation avec l'équivalent de la directrice de prod espagnole qui va s'occuper du projet chez nous, Maria Gaston, qui était issue de la famille royale d'Espagne, petite anecdote. Et elle me dit, Maria Gaston va vous appeler, elle va vous tester un petit peu, et puis on va voir. En attendant, vous me faites un test sur un jeu vidéo de votre choix en espagnol, ce que faisait mon frérot Marcus déjà pour ces deux points en France, puisque Marcus était là. Et puis finalement, je fais le test. Je vous dis la vérité, j'ai triché comme un chien. J'étais pas du tout gaming, du tout. C'était quoi le jeu? T'as choisi quel jeu? Down in the Dump. C'est un jeu français dont les graphismes avaient été faits par mon meilleur ami, mon ami d'enfance, qui est mon témoin de mariage, qui s'appelle Thierry Sapin. Et donc, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. J'ai 24 heures pour le faire. 24 heures. Ouais. Par fax. C'est pas une vanne cette fois-ci, c'était vraiment par fax. Et là, je suis en sueur. Je me dis, je vais à la Fnac, j'achète avec l'argent que j'ai pas Down in the Dump, je l'installe sur mon ordinateur, j'ai juste vu la scène d'intro et j'étais en panique, ça marchait pas. J'appelle Thierry. Évidemment, Thierry, il est pas de chez lui, donc il est pas chez lui. Je suis dans la merde, je pleure, je suis en panique. Vraiment, j'étais en panique parce que pour moi, je jouais ma vie. Je rentrais un peu chez Canal, tu vois, j'étais vraiment chaud patate. Et puis finalement, j'ai écrit le test en espagnol, en gros sur le dos de la jaquette du jeu vidéo, authentique. Voilà, j'ai pris le dos de la jaquette, j'ai fait des formulations un petit peu pompeuses, tu vois, en mode ça fait toujours bien. Et toujours expert, j'envoie ça, et c'est dommage, j'ai oublié son nom, j'envoie ça à ma femme qui bossait déjà pour Canal chez Multithématique, les chaînes thématiques de Canal, et il y avait une copine espagnole qui s'occupait des événements, qui était avec qui on s'entendait très bien, et je lui envoie par fax, je lui dis, elle me corrige ça immédiatement, sinon je suis mort. Elle m'a corrigé, il y avait peu de fautes, mais il y avait des fautes d'orthographe en espagnol, comme j'en fais autant en français. Et puis finalement, j'envoie ça à Nathalie Cosserdan. C'est pas Nathalie Cosserdan qui me rappelle, c'est la fameuse Maria Gaston. Et elle se met à me parler en espagnol. Soy Maria Gaston et tout. Et puis moi, j'étais tellement excité que
une phrase sur deux, je la faisais en français, tu sais, je répondais en espagnol. Et à chaque fois, il me disait, oui, mais vous me répondez en français, là. Moi, j'ai besoin de savoir vraiment si vous êtes à l'aise avec l'espagnol. Et ça l'a fait. Écoute, ça l'a fait. Et puis, j'ai reçu mon premier contrat que j'ai toujours, que je numériserai un jour pour vous le montrer, avec l'entête de fax. Et mon premier contrat, il était au nom de Pierre Sarréa. Clin d'œil à Pierre Lescure, évidemment. Et c'était très drôle. Et c'est comme ça qu'a commencé pour moi l'aventure C2 Points en mars 97. Et juste en quelques mots, qu'est-ce que tu es allé traficoter en Espagne? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé de faire en Espagne autour de ces 2 points? Alors, tu vas rire. Je ne suis pas allé en Espagne pour ce projet. J'y allais, etc. Ah oui. Pour le projet, on était le Bureau France. On a été les formateurs de l'équipe recrutée pour l'Espagne. Donc, il y avait Maria Gaston. Il y avait un gars qui s'appelle Alejandro Maguregui, qui maintenant vit en Amérique du Sud. Salut. Ouais. C'était un ancien de chez Apple, déjà à l'époque, tu vois. D'accord. Il y avait lui, il y avait un autre garçon qui s'appelait Laurent Bauer, et avec cette petite bande, moi j'étais le chef de bande français qui faisait un peu la coordination pour appliquer les règles. Mais c'est là où je suis devenu fou, c'est-à-dire que d'un seul coup, je devenais informaticien. Je devais montrer comment on zippait les fichiers pour les mettre en téléchargement. Je faisais la grille de téléchargement, mais pour moi, c'était pas une grille. J'en ai rien à foutre de savoir qu'à 12 heures, il y a Paint qu'on doit télécharger, enfin, tu vois, et puis mettre le fichier. Donc, ça commençait à me tendre. C'est grâce à ma tendre épouse qui me disait, mais Patrick, sois calme, t'es quand même chez Canal à l'international. Sur ton CV, c'est quand même pas mal, après ce que t'as fait, machin. Mais c'était très dur pour moi, et donc j'ai très vite développer ça. On a bossé 6 à 8 mois en France pour l'Espagne. L'Espagne a commencé à mettre en place les choses sur nos consignes. Et très vite, l'Espagne a pris son autonomie, aussi bien sur l'habillage graphique, ce qui a fait bondir Étienne Robial, qui devenait fou, puisqu'ils sont partis sur un autre délire. Et eux, ils s'appelaient Canal et C. Et ils achetaient du programme à l'étranger, ils en produisaient très vite en parallèle de nous. Et donc, le projet est parti, et moi, j'ai eu la chance qu'on me garde pour continuer à bosser sur la partie C2 Points France. Pour faire simple, j'étais un peu pareil, déjà producteur, un peu monteur-réalisateur pour les émissions de C2 Points, et c'est là que j'ai rencontré Ness à l'été 97, puisque Ness a été recruté. Patrick Giordano produisait Digit et était déjà très prolixe pour C2 Points, et il avait ramené une grosse partie de la team qui va faire Game One, et Ness arrive un jour, Ness qui avait commencé à avoir pas mal de popularité sur MCM, etc. Et puis, on propose à Ness, pour un peu humaniser l'antenne, ce que j'adore, de faire le journal du téléchargement, le truc le plus plombant. On se dit, on va le rendre un peu humain avec Ness. Et je me retrouve à bosser avec elle en prod et à l'écriture. J'en étais très fier. C'est comme ça qu'on s'est un peu flairé avec Ness et qu'on a vu qu'on était un peu dans le même ADN. C'est sur la manière d'écrire, et donc on écrivait ensemble les plateaux. J'ai même fait le faux mec de Outline, parce que le vrai mec de Outline détestait être à l'antenne, donc cette archive elle est connue. Et donc voilà un peu mon premier parcours chez C2 Points. Parce que tu le disais, il y a une équipe qui se forme à ce moment-là petit à petit. Ah oui. Ness, Marcus qui est là. Ah, Marcus, Didou, il est historique. Marcus, il est là Didou bien avant qui moi. fait des apparitions. Giordano qui produit quelques programmes. Oui. Ils sont déjà tous là. Il y a déjà l'équipe de Game One qui commence à se constituer. Parce qu'en fait, vous avez un peu, comment dire, vous avez créé une chaîne en loose day. Alors qu'au départ, c'était pas prévu. Canal ne voulait pas le chaîne. Mais il y a une chaîne qui se forme. Oui. C'est ça. Alors, c'est ça. Pour être bien précis, alors Didou, il était journaliste à l'époque, donc il était placé par Patrick Giordano pour fabriquer des sujets pour Digit, etc. Patrick Giordano, le papa de Game One, comme je l'appelle toujours, il s'est vite installé chez C2 Points pour produire Digit, et il a été surtout un dealer de talent incroyable, ce que moi j'ai aimé faire aussi après. Il a ramené Didou, comme tu l'as dit, Ness aussi, mais surtout il a ramené Hugues Martin, qui est un grand réalisateur, qui a été un grand réalisateur de l'époque de C2 Points, où il produisait un truc complètement fou qui s'appelait, bien sûr, j'ai un trou de mémoire au moment où on en parle, une parodie de téléachat qui était incroyable, dans laquelle Léa Drucker a fait ses débuts d'ailleurs, et je regrette peut-être que dans une des bêtas non numérisées, j'ai les images de Léa Drucker, c'était des trucs à sketch qui se moquaient des nouvelles technologies et du téléachat, qui a fait l'habillage. Hugues Martin fera ensuite l'habillage de Game One. Jean-Philippe Astou, dont on parlera plusieurs fois, parce que Jean-Philippe Astou, c'était un bon réalisateur qui maintenant est directeur artistique des chaînes jeunesse du groupe M6. Et Jean-Philippe Astou, il était de l'équipe de Player One, il a été l'équipe de Télévisateur, comme Hugues Martin. Et donc Patrick Giordano, tu as raison, a ramené toute sa bande, et il fabriquait petit à petit. C'était ça qui était fort avec Patrick Giordano, c'est que lui, passionné de musique, il a fait Digit d'abord et avant tout.
Et puis surtout, il a été vraiment dealer de talent. Et c'est grâce au talent qu'il a apporté chez ces 2 points que les choses ont changé, évolué. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, pour réaliser un sujet jeu vidéo chez Canal+, ces 2 points pour Cyberflash, c'était 1 semaine pour un 3 minutes. Improbable aujourd'hui. Et Patrick, il a montré les usages et l'utilisation. D'ailleurs, Jean-Marc Dupire aussi, on parle de ceux connus, mais Jean-Marc Dupire qui a été ensuite directeur des programmes à ma place quand j'ai quitté Game One et qui était monteur au départ, faisait partie de l'équipe historique de ces 2 points. Moi, quand je suis arrivé, j'ai rencontré Jean-Marc Dupire et Marcus. Très vite, Marcus, on est devenus potes parce que c'était mon confrère français. Quand moi, je faisais la version espagnole des trucs, il y a 1000 fois où je suis allé le voir en disant « Bon, Marc, c'est quoi ce jeu ?» Il me dit « Ah, mais c'est de la merde. » Je dis « Non, mais ok, mais t'en as dit quoi ?» Bah, j'ai dit que c'était de la merde. Je dis « Ben non, tu peux pas parce que c'est ces 2 points. » Et donc, voilà, on travaillait pas mal ensemble. C'était vraiment un truc incroyable où il y avait une émulation. Et c'est ça aussi qui m'a apaisé. C'était pas que le côté informaticien d'un seul coup. Je voyais qu'il y avait la possibilité de créer. Anne Cohen-Scali qui s'occupait de la grille des programmes avec Mathieu Lemonnier de ces 2 points. La grille qui n'était pas autorisée mais qui était là. Je lui ai donné des recommandations. Elle avait acheté Vision Fesca Flonné, qui était la première japanime diffusée sur ces 2 points. Il y a eu d'autres trucs, des séries de science-fiction comme Babylon 5 de chez Warner. Et là, ils se sont rendus compte que je m'intéressais vraiment beaucoup plus au programme que à savoir comment on zippait un fichier pour le mettre en téléchargement, tu vois. Ouais, mais malgré tout, alors, il y a des tas de trucs, il y a des talents qui ont émergé sur ces 2 points, il y a des émissions qui ont émergé qui sont incroyables sur ces 2 points, sur l'informatique et les jeux vidéo. Magnet, Microscan, oui. Cyberflash et Cyberculture étaient produits par les gens de ces 2 points aussi. Oui, qui étaient diffusés sur Canal. Exactement. Malgré tout, ça prend pas, la sauce ne prend pas, économiquement sans doute. Et Noël 97, une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais. La mauvaise, c'est que ces 2 points va devoir s'arrêter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a peut-être la perspective qu'une chaîne pourrait arriver, une vraie chaîne cette fois-ci. Exactement. On nous réunit tous. C'est vraiment un moment très triste. Là, on est des années après et tout le monde va bien. Et c'est pas grave. Mais il faut imaginer 60 personnes réunies dans une pièce, au 6 bis rue Auguste Vitu, dont tu parles dans l'intro. On est tous réunis. Et puis, Daniela Bensour, la directrice de production de l'époque, nous dit, bah voilà. Alors, elle était plus précise, pour me remettre dans la situation, elle était plus précise sur les mauvaises nouvelles. Ouais. Et c'est ça qui était très dur. C'est-à-dire quelques jours avant Noël, mais vraiment, genre le 22 ou le 21 ou le 23... On nous dit, Canal+, Alain de Greff ne veut plus de Cyberflash en quotidien, Cyberculture aura moins de cases, donc on aura moins de pognon, parce que c'était le fait que ces 2 points produisent ces émissions pour l'antenne de Canal qui faisait qu'il y avait un petit bénéfice et qu'on pouvait se faire plaisir à produire des émissions pour ces 2 points. Sinon, ça ne marchait pas. Les abonnements de ces directs n'étaient largement pas suffisants pour ça. Et donc, effectivement, on nous dit... Alors, il y avait énormément d'intermittents. Alors, c'est jamais agréable, c'est un peu plus rassurant quand c'est des intermittents, parce que quelque part, c'est aussi le principe de l'intermittence. Mais on nous dit à nous tous, ça s'arrête. On n'a plus d'argent, donc ces 2 points va rester en canal Barker, ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Mais on ne peut plus produire des émissions, à part avec le peu qui était. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a potentiellement... À Noël, c'est ça qu'on nous a dit. Il y a potentiellement la capacité de relancer un projet. Voilà comment ça a été dit, Nico, pour que je sois précis avec toi. La seule nouvelle après qui a été un peu sympathique pour nous, c'est que, enfin pour ceux qui étaient salariés en interne, c'est qu'on était, et Tuse le premier, Mathieu Lemonnier, on s'est battus comme des chiens. Il y avait Ludovic Roussel aussi qui était un réalisateur qui était chez nous, et tout un tas de gens. Patrick en faisait partie aussi un peu, où je dis une bêtise. En tout cas, on nous a dit ce que vous pouvez produire ici avec le matos qu'on a, parce qu'entre-temps, on avait du matos quand même à nous, qu'on louait pas. On s'est démerdé. C'est comme ça que Tuse a produit des petites émissions qui ont remplacé les émissions un peu plus riches qui étaient Magnet, etc., qu'il a commencé à parler du net, etc. Mais à petite mesure, c'est là qu'on avait créé, grâce à l'argent de Canal+, un premier studio comme une web TV à l'époque. C'était un mélangeur semi-professionnel. On avait peint le truc en fond bleu. Tu vois arriver l'histoire, c'est là où on fera les pilotes de Game One avec Level One. Et donc voilà, la mauvaise nouvelle était plus présente que la bonne, mais on nous donnait l'espoir que peut-être il y ait ça. Et puis après, en janvier, effectivement, donc en janvier 98, on nous dit Alain Lediberder a un projet. Il veut lancer la première chaîne européenne des jeux vidéo. Voilà. Alors ça, on en parlera peut-être plus en détail dans un prochain épisode. Le 30 août 1998, c'est fini. Ces 2 points s'arrêtent. Et
une semaine plus tard, c'est le début de Game One. Exactement. Et ça, c'est une autre aventure qui débute. Exactement. Le jour de mon anniversaire, il faut fermer l'antenne de ces 2 points, puisque je suis né le 30 août. J'étais très triste, vraiment. Ça m'a marqué, au-delà du fait que c'était mon anniversaire. J'ai pas trop fêté mon anniversaire cette année parce que j'étais très attaché à ces 2 points. Je pense, on l'avait déjà dit dans des lives qu'on a fait ensemble, toi et moi, je pense que ces 2 points et Game One aurait pu faire une très belle alliance, même si ça s'appelait Game One, puisque après Game One est devenu 100% gaming et le côté techno, etc. a disparu. Et j'étais très triste le 30 août 97, je m'en rappelle encore. Je fêtais mon anniversaire, mais en même temps, je regardais l'antenne et je regardais la coupure du signal avec un clip fait par un garçon qui s'appelle Christophe Choprade, que je dois avoir quelque part, qui est très émouvant, très triste, qui résume les choses. Et c'était vraiment très dur pour les gens historiquement de Canal, de ces 2 points, l'équipe côté Canal, puisqu'après tu le sais, et on en parlera plus tard, il y a eu deux bandes organisées qui ont préparé l'avenir de Game One. Ça, c'est une autre histoire, on en reparlera. Merci Exactement. beaucoup, Jean-Pat, de nous avoir raconté ta folle histoire de ces 2 points. Merci à toi, merci à vous. On revient très vite, à bientôt. À très bientôt, salut. C'était ma folle histoire de Game One. Pour ne rien rater des épisodes, rendez-vous sur bienvu.tv et abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast.